Merci d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, le nombre d'Haïtiens fuyant les États-Unis pour se réfugier au Canada ne cesse de grossir. Dans ce journal, nous verrons comment des membres de la communauté haïtienne commencent à assister leurs compatriotes. C'est ce mardi que la Commission économie et finances de la Chambre basse devrait soumettre à l'Assemblée son rapport sur le projet de budget 2017-2018. Manifestation de plusieurs centaines de chauffeurs de taxi-moto à Port-au-Prince pour contester la décision des responsables municipaux de leur réclamer 2500 gourdes en échange d'un casque et d'un gilet dans le cadre d'un plan de régularisation du secteur. Faible taux de réussite au bac 2017, l'Union nationale des normaliens d'Haïti, qui met en cause l'incompétence des correcteurs, sollicite une enquête. Dans l'actualité internationale, vive inquiétude au Kenya. À 24 heures des élections générales, 19 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ensuite à une période de campagne électorale ponctuée de violence. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télé Pacifique. Ces titres vous seront développés sous peu. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. En attendant une réaction officielle des autorités haïtiennes, le nombre de compatriotes fuyant les conséquences des nouvelles mesures de l'immigration américaine en se réfugiant au Canada ne cesse de grossir. Selon notre correspondant sur place, Erwil Gaspard à Montréal, la communauté haïtienne se mobilise pour procurer des produits de première nécessité aux milliers de réfugiés accueillis au stade olympique de Montréal. Dans d'autres régions du pays, des Canadiens d'origine haïtienne tendent la main aux nouveaux venus qui ont traîné dans plusieurs pays avant d'atterrir aux États-Unis, comme nous le montre ce reportage de nos confrères de Radio-Canada. C'est après un périple éprouvant que Jean-Hubert Blanc, son épouse et leur fils ont finalement posé leurs valises à Montréal-Nord. Je prends l'autobus depuis Manhattan pour arriver à Plattsburgh afin de rentrer dans la frontière la Colle de Saint-Bernard. Après quelques semaines passées en hébergement temporaire au YMCA, la jeune famille a eu un coup de chance. La vie a mis sur leur chemin Jean-Michel, un Montréalais d'origine haïtienne, arrivé au Québec en 1974, qui a décidé d'aider ses compatriotes. Je pense que ça tombe bien. C'est sûr que moi, j'avais 9 appartements de libre. Et là, maintenant, ils sont tous remplis. Et même là, si j'en avais encore, j'aurais rempli tous ces appartements. Je me trouve dans une ambiance, dans un endroit où je vis comme une personne. C'est comme chez moi. Jean-Michel, propriétaire de plusieurs immeubles, assume certains coûts, comme les factures d'Hydro-Québec de ses nouveaux locataires. Il a aussi décidé de devancer les rénovations de ses appartements vacants afin d'accueillir ces familles haïtiennes arrivées récemment. Des cuisines, il y a certaines toilettes également qui ont été rénovées. OK, donc tout ça rapidement pour pouvoir accueillir les migrants. Justement. Alors on a travaillé très fort afin de pouvoir juste aménager ces gens-là. Alex Joseph compte parmi les chanceux qui ont croisé la route de M. Michel. À peine quelques semaines après son entrée au Canada, il a déjà un bel appartement pour sa petite famille, une stabilité qui détonne avec ces dernières années. Pérou, Mexico, pour rentrer en Californie et pour arriver aux États-Unis, beaucoup de parcours. L'épouse d'Alex Joseph, infirmière de formation, ne veut plus bouger. Elle a choisi le Canada comme terre d'accueil. Depuis Haïti, j'entends parler de Montréal, Canada. C'est un beau pays, c'est un pays social. Ouais. Je me sens bien ici. Après avoir été déraciné à 2 reprises, M. Blanc espère aujourd'hui que Montréal sera sa destination finale. Une nouvelle vie et plein d'espoir. Ici F. Couture, Radio-Canada, Montréal. Dossier économie, le président de la Commission économie et finances de la Chambre des députés, Yvon Geste, a indiqué que le rapport sur le projet de budget 2017-2018 sera présenté ce mardi à l'Assemblée. Selon le député Geste, des désaffectations et des réaffectations ont été opérées au niveau de plusieurs rubriques. Ces propos recueillis par Hélène Vernal et Francineus. Nous à un stade très avancé dans la mesure où la Commission Chita et à plusieurs reprises, fait des travaux préparatoires, ensuite envisager à analyser, nous t'a dit de manière très approfondie, le document. Et jusque-là, nous avons un stade très avancé pour que nous passions au vote du budget. Appréciation, certains monde et son droit au gain, fait quoi que
budget est criminel en ce sens que il y a des mesures qui t'a adopté en termes fiscaux. Bon, dans le cadre d'élaboration en loi de finances, mesures ça a toujours adopté. Et regarder dans le document, nous avons une explication que je pense lors du vote que nous sommes capables de porter parce que il y a des préoccupations qui sont exprimées par certains secteurs. Et, par exemple, nous avons le secteur touristique, le secteur hôtelier, et nous sommes capables de prendre certaines institutions qui frappaient d'un ensemble de mesures et d'ordre fiscal, mais qui réagit et pourtant qui est capable vraiment joindre au niveau de satisfaction. Dossier société, plusieurs centaines de chauffeurs de taxi-moto venus de plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince s'insurgent contre la décision des responsables des mairies de leur réclamer 2500 gourdes en échange d'un casque et d'un gilet dans le cadre d'un plan de régularisation de ce secteur. Ils ont manifesté à travers les rues de la capitale haïtienne avant de se rendre devant les locaux du Parlement haïtien. Au bicentenaire, Mario Silva et Franz Sineus étaient sur place à suivre ce reportage. Munis particulièrement de branches d'arbres et de pancartes, les manifestants se sont rassemblés devant les locaux du Parlement haïtien au bicentenaire, les yeux rivés sur les installations en préfabriqué abritant l'administration communale de Port-au-Prince. Les protestataires lâchent leur colère contre le premier citoyen de la ville, Yuri Chevry. Le problème que nous avons dit là, question $600, ils ont demandé nous pour gilet avec casse là. Nous ne sommes pas capables de payer parce que nous ne sommes pas capables de payer la main qu'on y a là. À qui moyen? Et peuple a déjà dans Gangou, déjà, nous déjà dans souffrance déjà. C'est pas question de casse, c'est pas question de gilets. Tout ça on demande non légal. C'est Yuri Chevry, magistrat. C'est lui-même qui demande tout le bagage ça. Des manifestants reconnaissent toutefois le bien fondé de cette décision dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Ils jugent toutefois que le prix à payer est trop élevé. Nous pas de problème pour faire gilet à nous. C'est son gilet qui pour détecter. Yo moun leur porter l'homme qui détecter chauffeur moto pour détecter de zone en zone. En tant que chauffeur moto, nous travaillons, nous avons petite, nous avons madame, nous avons caille pour nous payer, nous avons l'école pour nous payer, nous pouvons avoir un goût. Moun sa yo, c'est nous-mêmes qui mettons là. Yo fait loi et on voulait dans le Parlement. OK? Nous pas jouer de travail. Motocyclette là, c'est lui-même qui va nous 50 gouttes pour nous payer madame, pour nous payer toute bagaille, pour nous faire toute bagaille. Les protestataires en ont profité pour dénoncer les mauvais traitements dont ils sont souvent victimes de la part des agents de l'ordre. Si nous, notre transport commun, il faut que l'État reconnaisse nous. Si nous avons fait trafic moto, si nous avons fait trafic moto, nous portons au monde des motos, nous ne pouvons pas fouiller pour nous dire que nous regarder qui ça sous et ça passe sous des motos pour nous connaître est-ce que nous avons porté un bandit ou bien un monde qui personnage qui s'allie, pas qui s'allie. Mais l'essentiel, si ça m'a dit, l'État va pas passer au l'autre, qui nous croiser au monde derrière une moto avec une qui est sous licence ou dans le moment trafic là, ni ou-même, ni chauffeur moto. Ça c'est injustice. L'identification des conducteurs de motocyclettes figure parmi les nouvelles décisions annoncées par la Secrétairerie d'État à la sécurité publique pour lutter contre l'insécurité dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Les protestataires qui avaient bloqué l'entrée principale du palais législatif avec leurs véhicules ont été reçus par les parlementaires auteurs de leurs doléances. Dans le même dossier, le président de la commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Sénat de la République, Jean-Renel Senatus, a rencontré lundi une délégation de chauffeurs de taxi-moto sur la nouvelle mesure prise par les autorités en vue de régulariser ce secteur. Ces derniers sont invités à passer dans leurs municipalités respectives en vue d'enregistrer les motocyclettes et s'approprier un casque de sûreté et un gilet d'identification en échange de 2500 gourdes. À l'issue de ces échanges, le parlementaire a promis de rencontrer les différentes instances concernées autour de ce dossier, estimant que les montants réclamés aux protestataires est exorbitant. Jean-Renel Senatus au micro de Edliane Vernal de France Sineus. Nous tous connaissons le problème, ça, c'est un problème national, question moto, pour nous résoudre. Nous disons problème national, mais nous avons dit tout, l'essayons en forme d'opportunité qui offre à l'État lorsque nous connaissons l'État pas de moyens pour le bailler toutes citoyennes et citoyens qui travaillent. Lorsqu'on joint un monsieur qui est sur moto, il a madame, il a petite, il a tonton avec ma tante l'a aidé, donc il prend un peu dans charge l'État. Au niveau travail PAM comme sénateur,
il y a un texte de loi Jean Connaît que nous déposé déjà, qui est dans la commission, qui t'a dit d'ici les jours qui viennent, faire l'objet de votation. Cependant, au niveau de la police, là, il y a un travail parallèle qui a fait. Au niveau secrétaire d'État, il y a un travail parallèle qui a fait. Dans le Rio, il y a un travail parallèle. Une synergie qui a déployer entre les pouvoirs de l'État pour permettre de nous une réponse sûre à problème non qui pas fait. Je dis ça ou dans la rue là, mon a manifesté parce que mairie a semblé dire yo ont 3500 goudes, 1500 goudes que yo t'a doué vinn verser pour yo capable acheter gilet avec casque pour mettre dans tête yo les y a travail sur moto. Et monsieur Motard yo pas d'accord. Yo pété coquin, yo vinn là, yo vinn manifester parce que comme la trop. Dossier éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a publié le week-end écoulé les résultats finaux du baccalauréat pour l'ensemble du territoire national. Le département de l'Ouest, le plus peuplé du pays, accuse un taux de réussite d'un peu plus de 24%. Un véritable échec, estime le professeur Josué Mérilien, qui met en cause l'incompétence des correcteurs. Le coordonnateur général de l'Union nationale des normaliens d'Haïti sollicite une enquête visant à faire lumière sur ces séances de correction. Josué Mérilien au micro de Isdras Fizeme de Francineus. C'est un échec. C'est un échec parce que, la condition de l'école qu'on a faite là, a une condition pour gagner réussite. Et si nous voulons réussite, il faut qu'on soit bien formé, il faut soit bien traité, il faut un cadre pour enseigner, et il faut tout. Baccalauréat, examen d'État, c'est pas organisé en gabote, je vais faire là. C'est la sénateur qui a décidé, le parlementaire qui a décidé, qui a suivi, qui a supervisé, qui a corrigé. Il prend en pile, c'est pas correcteur, non? Il a pile corrigeur. Et puis il faut correcteur. Qui t'a massacré comme élève, c'est pour ça, parce que de justice sociale, et écrit et OPC, pour demander, avec toute notre institution, réseau social, la presse, pour demander, il faut que nous mettons une commission d'enquête qui pour aller chercher qu'on est combien il faut correcteur de gagner, chercher une feuille, ça, que le pas sacré, pour recorriger, pour les gens capables de jouer une réparation, chercher qu'on est, qui côté, il est sorti, il faut correcteur, qui dit d'ailleurs, est-ce que c'est le parlementaire, c'est le ministre, ou bien qui est sorti, et troisièmement, fixer les responsabilités. Le directeur général de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au Fatma, Agabus Joseph, a annoncé ce lundi l'inauguration avant le 15 août prochain de 2 nouvelles unités de dialyse en dehors de la capitale haïtienne, l'une dans la ville du Cap-Haïtien dans le nord du pays et l'autre dans le bureau de l'Ofatma d'Ekaï dans le sud du pays. Le bureau de l'Artibonite devrait être le prochain à être doté de ce service médical, jusque-là limité au niveau de la capitale. Les précisions de Agabus Joseph recueillies par Gladimir Galette et Jimmy Aujour. De mars à Jodia que nous prenons direction au Fatma, nous avons mené en politique d'enregistrement parce que tu as pile institution qui pas enregistrée dans le système noir. Donc nous commençons à dynamiser ça. Les fin enregistrés, les ça, nous avons mené en politique de recouvrement tout. Parce que faut au Fatma rentrer plus l'argent pour le bas population, plus service. Nous avons 2 unités, on hémodialyse qui fait avec machine dialyse, côté moun qui a problème rein, qu'elle prend service, et on dialyse péritonéale que son grande première en Haïti, côté que nous premier l'ouvrir ça dans l'hôpital au Fatma, cité militaire, dialyse péritonéale là, moun n'a pas obligé rester dans l'hôpital là et que il est capable de faire la caille et vaquer à occupation normalement, aller à l'école, à le travail avec dialyse péritonéale là. À présent, mesdames et messieurs, nous allons directement à l'étranger pour ouvrir la page internationale et nous nous rendons directement au Kenya à 24 tours d'un scrutin très risqué. Le Kenya est dans l'inquiétude après une période de campagne électorale ponctuée de violence. Environ 19 millions d'électeurs sont appelés à voter durant ces élections générales. Le président au pouvoir brigue un second mandat face à une opposition qui ne baisse pas les bras en dépit de tous les excès de l'équipe au pouvoir. Suivez ce reportage avec Euronews.
Le Kenya s'apprête à organiser des élections à risque. 19 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mardi pour élire leur président, leurs députés, sénateurs, gouverneurs et représentants aux assemblées locales. Lors du dernier scrutin présidentiel en 2013, le système informatique avait failli. Il y a quelques jours, le responsable informatique de la commission électorale a été torturé et abattu. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, brigue un second mandat. Il est le fils du premier président du Kenya. Ce dimanche, il a assisté à une messe à Nairobi. Il a exprimé son souhait que le scrutin se déroule de manière pacifique. Il y a 10 ans, une crise post-électorale avait fait plus d'1 millier de morts et un demi-million de déplacés. Ces derniers jours, de nombreux habitants quittent la capitale kenyane par crainte de nouvelles violences. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de sa programmation.